Par rapport à la question de Justin, la présence de l'armée rwandaise sur les sols congolais, quelle analyse faite par la société civile? On a toujours dit que nos frontières sont poreuses et on a toujours dénoncé de la présence de certains éléments de l'armée rwandaise qui traversent, qui va ici chez nous. Et malheureusement, quelquefois nous sommes contredits par les officiels quand nous parlons de la traversée de ces éléments de l'armée rwandaise. Et là, nous, on se demande, il y a quel accord entre la RDC et le Rwanda pour que chaque fois, ce sont toujours les Rwandais qui doivent traverser chez nous et pas le contraire. Et chose drôle, ni t'étaient les rapports des experts des Nations Unies pour confirmer la présence de ces troupes rwandaises ici chez nous. Notre gouvernement était... Jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement ne s'est pas encore même prononcé. Raison pour laquelle nous sommes en train même d'interpeller notre gouvernement d'aller accuser les Rwandais aux Nations Unies pour que les Rwandais soient aussi sanctionnés. Parce qu'ils ne doivent pas chaque fois violer nos limites comme si c'était leur territoire. Et autre chose par rapport à la présence de ces groupes, de ces éléments de l'armée rwandaise ici chez nous, nous devons aussi interpeller notre armée. Parce que l'armée a comme mission de garder l'intégrité territoriale. Et quand il y a chaque fois des incursions comme ça, c'est pour dire, quelque part, l'armée n'est pas aussi à la hauteur. Ils doivent être trop vigilants, ils doivent vraiment garder nos frontières intactes. Et je crois que c'est de cette manière ramassée que j'essaie de répondre à cette première vague de questions me posées par les collègues de la presse. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Luc Ravoussa. Le nombre précis de personnes déjà tuées dans le Massissi et dans le territoire de Beni, et que compte faire la société civile? Je vais dire d'abord à Baraka que les tueries qui se font dans le Massissi, dans le Walikale et dans le territoire de Beni. En territoire de Beni, actuellement, nous sommes à plus de 5000 morts depuis que les ADF ont commencé avec leurs tueries. Et pour le territoire de Massissi, là, je ne saurais pas préciser, parce que vous savez, ça, c'est vraiment un travail de monitoring. Et parmi les défis ou les faiblesses de la société civile, c'est le manque de moyens. À un moment donné, on commençait à faire une banque de données par rapport à tout ça, mais par manque de moyens, on n'a pas pu continuer à garder notre base de données là. Donc, je suis désolé parce que je ne vais pas donner vraiment un nombre précis. Mais je sais qu'à Beni aujourd'hui, il y a plus de 5000 morts. Dans le territoire de Massissi, il y a aussi tant de morts, mais là, je ne saurais pas vraiment donner un nombre précis. Mais il y a aussi beaucoup de morts dans le territoire de Massissi. Et ce n'est pas seulement à Massissi et dans le territoire de Beni, mais c'est presque dans toute la province, donc dans tous les territoires, dans toutes les villes, il y a des assassinats, des tueries. Et c'est pour dire vraiment la situation que nous vivons. Allez-y comprendre que c'est une situation de sécurité généralisée. Par rapport à sa deuxième question, il a demandé la position de la société civile à la présence de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Je crois qu'effectivement, ça fait plus de 2 décennies. C'est depuis 1999 que la MONUSCO est au Congo. Et j'ai bien compris que si nous prenons des positions un peu contradictoires, nous, en tant que population, c'est parce que la plupart de la population ne connaît pas la mission de la MONUSCO. Mais par rapport à la présence de la MONUSCO, nous, à la société civile, on a toujours dit qu'il fallait peut-être développer des approches
de ravitailler la brigade d'intervention. Parce que c'est la brigade d'intervention qui nous a aidés à éradiquer même les ex-rebelles du M23. Mais avec la MONUSCO, 20 ans, c'est déjà beaucoup. C'est pour dire, nous crions chaque fois pour qu'ils puissent changer aussi leur méthodologie, leur façon de travailler. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça ne va pas. Dans leur mandat, on parle de la stabilité. Nous n'avons pas cette stabilité. Dans leur mandat, on parle de la protection des civils. Nous sommes chaque fois tués. Et la fois passée, je crois que j'avais dit que la MONUSCO, vraiment, jusque-là, elle n'a pas encore réussi sa mission à la République démocratique du Congo. Et raison pour laquelle nous sommes en train d'interpeller notre gouvernement, disait de sa diplomatie, voir si on peut nous aider avec une autre force au Congo, déjà Artemix, pour venir nous aider à éradiquer, aux côtés des FARDC, tous ces groupes armés, tant nationaux qu'étrangers. Meilleur vœu de nouvelles à tout le monde, chers collègues de la société civile, les chevaliers de la plume ici présents. C'est pour nous un honneur d'être devant vous aujourd'hui, au début de cette année, pour vous présenter le contexte de l'an 2020 dans lequel nous avons travaillé et ça n'a pas été facile. Je crois que vous, en tant que les hommes de la presse, vous avez tous suivi l'année 2020 qui n'a pas été rose. Nous avons eu beaucoup de problèmes et au niveau de la société civile, nous, en tant que la Sentinelle, nous, en tant qu'un groupe de pression, en tant qu'un groupe d'éducation, on a fait tout ce qu'on pouvait faire, mais ça n'a pas allégé la misère de la population du Nord Kivu. Que ce soit la jeunesse, que ce soit les organisations féminines, nous tous, nous avons fait tout ce qu'on pouvait faire en dénonçant les différentes situations d'insécurité qui règnent dans notre province, mais jusque-là, nous sommes loin de trouver la paix et la sécurité. Raison pour laquelle je vais essayer de parler en quelques mots le contexte socio-économique et sécuritaire de la province pendant l'année 2020. Et si nous sommes là, c'est voir une diplomatie civile, une nouvelle approche pour la paix et la stabilité au Nord Kivu. C'est pour cette raison que nous sommes là, pour que nous puissions interpeller toutes nos organisations, voir comment nous pouvons aussi contribuer d'une autre manière, parce qu'on a toujours contribué, mais jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours très loin d'avoir la paix et la sécurité. Je crois que cette approche sera développée par mon collègue Eli. Moi, je m'en vais tout droit au but pour vous parler un peu du contexte social, économique et sécuritaire de la province. Du point de vue social, je ne veux pas beaucoup parler. Vous savez que l'année 2020, pour nous, ça a été une année, je dirais, pas comme les autres. Il y a eu beaucoup de problèmes. Au Nord Kivu, nous avons eu d'abord l'épidémie à Ebola. La maladie qui a fait beaucoup de morts. Et là, beaucoup de familles ont perdu les leurs. Et avant d'éradiquer cette maladie d'Ebola, il y a eu la pandémie à coronavirus qui ne nous a pas aussi épargnés et qui continue toujours à ravager des milliers de nos compatriotes. Cette maladie à coronavirus a impacté même négativement sur l'économie, pas seulement en province, mais je dirais que c'est vraiment une crise mondiale. Vous voyez la situation dans laquelle nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire, du point de vue social,
il y a encore beaucoup de choses. Je ne manquerai pas aussi de parler de la gratuité de l'enseignement qui est prônée par les chefs de l'État, qui n'a pas encore été effectif jusque-là. Je crois qu'on a parlé de la gratuité de l'enseignement au niveau des écoles primaires. Ça a été un ouf de soulagement pour tous les parents du Congo, et en particulier la partie meurtrie du Nord Kivu, où on a dit que si le gouvernement pouvait prendre en charge ces charges de payer les enseignants, ça pouvait aider même tant ça peut sur l'économie de ces paysans, parce que vous savez, la province du Nord Kivu, elle est vraiment une province agro-pastorale. C'est plus de 80% de sa population qui vit essentiellement de l'agriculture et de l'élevage. Et si on pouvait aider cette population pour que cette gratuité soit effective, ça pouvait aussi nous aider. Je peux parler du point de vue économique. Là, c'est les catastrophes. Depuis que la pandémie à coronavirus a été déclarée au Congo le 22 mars 2020, il y a eu fermeture même des frontières. Les mouvements ont été arrêtés. Et là, je dirais, on a commencé à vivre, je dirais, comme on vivait au Moyen-Âge. Il manquait, à un moment donné, on pouvait commencer à faire les trocs au niveau des villages, parce que à l'intérieur, c'était vraiment catastrophique. À un moment donné, dans certains milieux, on ne pouvait même plus accéder aux produits de première nécessité. C'est un grand problème. Donc, du point de vue économique, vous continuez à comprendre que, ce soit au niveau de la province, même les institutions provinciales continuent à crier en disant qu'ils ne sont pas rétrocédés. Ils ont des arriérés. Quand on doit parler la première institution de la province, qui est l'Assemblée, je ne vais pas parler en termes de mois précis. Les députés pleurent aussi en disant qu'ils ne sont pas payés. Si ces députés-là, qui sont des honorables, ne sont pas payés, qu'en sera-t-il maintenant pour les autres populations ordinaires ou pour les autres citoyens ordinaires? C'est pour dire, c'est toujours une situation macabre. Je vais parler du point de vue sécuritaire. Pour ce qui concerne la sécurité, c'est un grand problème. C'est un grand problème. Toute la province est en insécurité. La province du Nord Kivu a 6 territoires et 3 villes. Aucune de ces entités qui peut dire qu'elle est stable. Ici à Goma, qui est la capitale de la province, où nous habitons vous tous, on ne peut pas faire une semaine, d'ailleurs là j'ai exagéré, ça qui est des morts d'hommes, des tueries, des assassinats, les kidnappings, même dans la ville de Goma. Ça se fait au quotidien. Si vous allez en territoire, si nous parlons du territoire de Beni, là où il y a des massacres, même la fin de l'année, le 31 décembre, il y a eu nos compatriotes qui ont été sauvagement abattus par les ADF à Tingwe. Si on peut donner le bilan de tous ces morts en province, vraiment le baromètre est inquiétant. Le territoire de Rutshuru, le territoire voisin de Nyiragongo, il y a toutes sortes d'insécurité, le kidnapping. Et là, ça se fait via les réseaux de télécommunications. Nos jeunes de la lucha et nous-mêmes, nous nous battons, voire même certains députés au niveau des hémicycles, ils sont en train de se battre pour qu'on puisse bien contrôler ces entreprises de télécommunications qui facilitent ces rançons auprès de la population, parce que le kidnapping est devenu un moyen de s'enrichir facilement. Et là, nous disons à l'œil impuissant de notre gouvernement, parce que c'est notre gouvernement qui donne
l'autorisation à ces entreprises de télécommunications d'œuvrer ici chez nous. Et quand le gouvernement n'est pas capable de contrôler ces entreprises, ça nous fait du mal. Voilà qu'au Nord Kivu, nous avons plus d'une centaine de groupes armés. Et tous ces groupes armés, ils ne vivent qu'au dos de la population. C'est en rançonnant la population que ces groupes armés se ravitaillent. Et tout ça, c'est toujours les capacités de notre gouvernement, avec ses partenaires, d'éradiquer tous ces groupes armés. Au niveau de la société civile, nous ne manquons pas de dénoncer, de faire des marches, des sit-ins, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore eu cette paix longtemps entendue et la sécurité. Raison pour laquelle nous sommes en train de dire, est-ce que c'est notre gouvernement qui n'a pas cette volonté ou qui est incapable, ou il faut peut-être faire maintenant d'autres diplomaties auprès d'autres institutions régionales, internationales, pour qu'on puisse aider notre gouvernement par rapport à une situation que nous sommes en train de vivre ces derniers temps, par exemple avec les ADF à Beni, où il y a une divergence entre la population. Certains disent qu'il fallait que la MONUSCO parte, les autres disent non. Et notre armée fait tout ce qu'elle pouvait faire, mais jusque-là, nous sommes loin de recouvrer cette paix. Du point de vue sécuritaire, il y a des seigneurs de guerre qui ont été sensibilisés par nous, en tant qu'acteurs de la société civile, et ils ont accepté de quitter la brousse. Mais malheureusement, leur prise en charge cause toujours des problèmes. Et là, nous voyons comme si nous étions toujours dans un cercle vicieux. Et c'est là où nous sommes en train de dire, au niveau de la société civile, nous devons aussi rectifier nos tirs. Nous ne devons pas rester tous les jours en train de dire, de dénoncer, de faire quoi, tout ça. Nous devons maintenant aussi faire cette diplomatie civile qui sera développée par mon confrère Eli. Et peut-être avec cette approche de cette diplomatie civile, ça va nous aider. Peut-être les problèmes se limitent seulement aux frontières du Congo. À l'extérieur, on ne comprend pas bien notre problème. Et là, nous devons vraiment changer l'approche. Et c'est de cette manière très brève que j'ai voulu vous parler de la contexte de la province du point de vue social, économique et sécuritaire, en disant que nous avons encore beaucoup à faire. Et les autorités, si nous sommes réellement dans un état de droit, ils doivent s'assumer en nous donnant la paix et la sécurité qui est un droit pour nous, la population. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers confrères journalistes, on va garder les questions. On va les poser une fois. Privilège de me tenir encore une fois devant vous. Je remercie aussi la coordination provinciale du Nord Kivu de la société civile pour cette opportunité en vue d'échanger sur cette thématique. Il a bien introduit les contextes sociaux, sécuritaires et économiques que traverse la province du Nord Kivu. Et il nous a paru intéressant d'échanger avec la population du Nord Kivu, la presse et tous les partenaires possibles sur cette nouvelle approche qui est en cours d'exécution sur la scène internationale par différents acteurs de la société civile. Et mon échange va porter directement sur 3 points. Premièrement, je voudrais bien éclairer la différence qui existe entre la diplomatie civile et la diplomatie politique. Deuxièmement, je vais partager avec vous les stratégies qui sont taillées par les différents partenaires au sein de cette diplomatie civile. Et troisièmement, je vais aller tout droit à l'appel à l'action. Par rapport au premier point, c'est que je vais d'abord rectifier. Je suis jeune volontaire au sein de la Commission de l'Union africaine. Et c'est par rapport à un programme que l'Union africaine développe pour renforcer les capacités des jeunes Africains, les donner assez de l'espace pour comprendre un peu les enjeux au niveau continental. C'est comme ça que j'avais été recruté dans ces programmes. Alors,
la différence entre la diplomatie politique et la diplomatie civile réside même de l'évolution des relations internationales. Au regard, aujourd'hui, les États ne sont plus les seuls acteurs dans la scène internationale. Donc, il y a eu l'émergence de certains individus, de certaines entreprises, de certaines organisations non gouvernementales, aujourd'hui qui ont une grande influence, plus que même certains États qui parviennent à imposer ou à influencer que leurs sujets soient pris en compte. Par rapport à la diplomatie civile, c'est que cette diplomatie civile, c'est cette approche-là qui va au-delà des sphères étatiques. Là-bas, on voit l'aspect de coopération entre les différents États et au sein des organisations internationales. Pourquoi cette diplomatie civile elle est très importante pour nous au Nord Kivu? Parce que, comme le président l'a dit, nous avons mené beaucoup d'actions, nous continuons à mener beaucoup d'actions, mais ces actions ne sont pas plus considérées ou ces actions ne sont pas plus comprises par les différents acteurs sur la scène internationale. Vous serez sans doute que moi que si on va dans la rue, essayer d'évaluer par exemple le mandat de la MONUSCO, pas mal de personnes parce qu'ils ont différentes coordinations, essayer aussi de faire les enquêtes avant qu'on puisse renouveler le mandat de la MONUSCO. La population civile n'est pas d'accord qu'il y ait renouvellement de ces mandats. Mais comment est-ce qu'il y a ce chevauchement et cette contradiction des points de vue entre la population civile et le Conseil de sécurité par rapport au renouvellement du mandat de la MONUSCO et qu'on ne tient pas compte? Vous allez vous rendre compte que c'est juste la communication et des stratégies affûtées par les différents acteurs pour faire valoir les intérêts de la population civile au niveau de la base, au niveau de la localité qui manque. Cette diplomatie civile consiste à ce que les acteurs de la société civile, les individus, voire même des hommes d'affaires, les hommes de l'Église, s'élever au niveau de la scène internationale, aller vers les institutions internationales, régionales et continentales qui prennent des décisions d'une manière pressante et d'une manière permanente, pourvu que ces questions-là soient prises en considération et mises sur l'agenda lors des différentes rencontres. Je vais progressivement. Nous savons tous que chaque mois au mois de février, il y a l'Union africaine qui a une assemblée générale, qui organise une assemblée générale. Et avant l'organisation de l'assemblée générale, il y a des réunions préparatives de cette assemblée générale. Et nous avons vu d'autres acteurs des différents États en Afrique comme partout au monde élire domicile la capitale africaine, Addis Abeba, là où se trouve le siège de l'Union africaine, envoyer là-bas des émissaires. Ces émissaires-là jouent le rôle de plaidoyer, jouent le rôle d'influence, jouent le rôle de relais avec la base. Ils vont de porte à porte au niveau des différentes missions diplomatiques, au niveau des ambassades, au niveau des organisations non gouvernementales qui ont leur siège à Addis Abeba, mais qui ont une grande influence. Ils contactent presque toutes les portes possibles pour présenter l'agenda de leur société locale ou de leur communauté locale ou de leur province sur des questions qui semblent être oubliées. Et lorsqu'ils toquent à ces différentes portes, c'est pour chercher des alliés qui peuvent parler à leur compte dans des organes de décision. Il peut s'agir même de ces acteurs étatiques, mais qui sont intéressés, qui sont bien explicités. Parce que dans le Conseil de paix et sécurité, c'est difficile, par exemple, qu'un État ou qu'un ambassadeur d'un pays X essaye de parler sur une question qu'il ne maîtrise pas. Vous-même, vous le savez que chaque pays africain, chaque pays du monde entier a des problèmes. Et à cela, il faut quand même certaines personnes qui essaient un peu de les stimuler et de les expliquer. Alors, cette diplomatie civile, c'est une diplomatie qui est douce, mais aussi tactique et stratégique, qui cherche à rallier le grand nombre possible d'autres acteurs étatiques que non étatiques sur la scène internationale à comprendre la situation qui se passe dans leur pays. Aujourd'hui, par exemple, nous avons l'insécurité à l'est de la RDC qui a perduré depuis plus de 2 décennies.
Nous avons la question de massacre qui se passe à Beni depuis 2014. Les gens sont massacrés. Mais on ne voit pas vraiment des solutions idoines, des solutions qui sont interactives et proportionnelles par rapport à la menace qui est en train de persister dans le territoire de Beni. Alors, cette diplomatie civile consiste à quoi? C'est une expérience que j'ai vue d'autres acteurs de société civile pratiquer. Il y a eu des Sénégalais, des Guinéens, des Burundais, des pays des différentes régions en Afrique. Ils s'organisent au niveau de leur communauté locale ou au niveau de leur province pour dire, pour la cause de notre province, pour la cause de notre pays, essayons un peu d'envoyer des émissaires au niveau des quartiers généraux des organisations internationales, comme à Addis Abeba, comme aussi à New York. Ces gens sont là pour contacter ces différentes missions diplomatiques, comme je l'ai dit tantôt, mais aussi pour présenter leur agenda en vue d'influencer d'une manière ou d'une autre le regard du monde entier à se pencher autour de cette problématique. Comment ils font par rapport à leur survie? Ils mobilisent les moyens au niveau local. S'ils sont à 2 ou à 3, ils leur donnent un agenda. Et de cet agenda-là, c'est l'agenda qu'ils essaient un peu de défendre partout où ils vont passer. Il y a les portes qui sont grandement ouvertes. Et surtout, on nous dit que si vous n'êtes pas là où les décisions doivent se prendre, les autres ne vont pas prendre des décisions à votre intérêt. Voilà pourquoi il apparaît très indispensable pour la société civile, premièrement, parler avec la presse, mais aussi mobiliser les organisations faisant partie de la coordination provinciale, les différents groupes